Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, pour la présentation et puis merci pour l'invitation. Donc, ouais, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de mes travaux avec différents angles d'attaque, mais toujours pour traiter cette question de comment est-ce que les populations et les communautés de plantes changent en ce moment et quels sont les mécanismes. Donc, je commence par je pense quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est le fait que le monde vivant en général, la biodiversité est en train de changer de façon assez massive. Et un point sur lequel je veux insister, c'est que parmi les manifestations de ces changements, ça se traduit par des variations dans l'abondance de certaines populations qui peuvent être des augmentations d'abondance ou des diminutions d'abondance. Et c'est quelque chose qui commence à être assez bien documenté, par exemple pour les animaux, le groupe des vertébrés, avec l'indice planète vivante qui suggère qu'en moyenne, on a un déclin de l'ordre de 70% chez ces vertébrés. Ça se traduit aussi par des changements dans les distributions des espèces qui sont aussi des changements d'abondance. Donc ici, vous avez une illustration avec le cas du lion, dont on voit en rouge l'aire de distribution initiale et en bleu l'aire de distribution actuelle. Et puis, pour un exemple un peu plus local, en France, on a des preuves de ces variations, notamment grâce au programme de suivi. Ici, le programme de suivi des oiseaux communs qui montre aussi des diminutions d'abondance très importantes. Ces variations d'abondance, c'est vraiment une caractéristique importante des changements de biodiversité qui sont assez sensibles, c'est-à-dire qu'on peut détecter des petits changements, mais souvent, on n'a pas les données pour caractériser ces variations d'abondance, et je vais y revenir. L'autre point, c'est qu'on commence à bien connaître quels sont les grands mécanismes qui sont à l'origine de ces changements, avec 5 facteurs principaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la destruction des habitats naturels et leur fragmentation, la surexploitation, les changements climatiques, les pollutions, les espèces envahissantes. Tout ça est relativement bien identifié, mais il reste quand même encore pas mal de choses qu'on a besoin de clarifier davantage. Et notamment, autant on commence à savoir pas mal de choses pour les vertébrés, en particulier les oiseaux et dans une moindre mesure les mammifères, autant il y a plein de groupes qui restent sous-étudiés. Et les plantes font partie de ces groupes, toute la catégorie des arthropodes également. Donc, alors qu'ils représentent une part importante de la biodiversité. Si on regarde dans le jeu de données du GBIF qui regroupe toutes les données de biodiversité à l'échelle de la planète, 80% des données concernent les vertébrés et notamment les oiseaux, alors que les plantes représentent 80% de la biomasse et les insectes 80% de la diversité en espèces. Donc pour ces groupes-là, on connaît des choses, mais il reste encore à mieux caractériser les changements. Et puis, on connaît les grands mécanismes principaux à l'origine des changements, mais on connaît encore mal leurs contributions relatives des uns par rapport aux autres. Et également, on connaît mal le rôle des interactions entre espèces dans ces réponses aux changements globaux. Et ce qui va m'intéresser là, c'est particulièrement le cas des plantes. Donc, pour aujourd'hui, en fait, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions de comment les populations et les communautés de plantes sont en train de changer. Je vais m'intéresser à la France, à l'Hexagone, et qu'est-ce qu'on peut dire sur la contribution des changements climatiques dans ces changements par rapport à d'autres mécanismes, et notamment quel peut être le rôle possible des interactions des plantes avec leurs pollinisateurs. Alors pour ça, je vais utiliser différentes sources de données. Et dans le premier travail, là, c'est vraiment une caractérisation du changement en cours dans les communautés végétales, qui a été le travail de thèse de Gabrielle Martin, qui est maintenant une maîtresse de conférence à Toulouse, et qui s'est appuyée sur le suivi de la flore qui s'appelle Vigiflore. Donc Vigiflore, c'est un programme de sciences participatives qui fait appel à des botanistes volontaires, mais qui sont des botanistes experts,
et qui permet de caractériser les changements de la flore commune. Donc le principe, c'est d'avoir une couverture du territoire de façon systématique et d'attribuer aux personnes qui souhaitent participer un site à suivre. Et ce site, ça consiste en un carré de 1 km sur 1 km dans lequel sont distribuées ce qu'on appelle des placettes, 8 placettes. Et chaque placette est elle-même constituée de 10 quadrats de 1 mètre sur 1 mètre, donc 10 mètres carrés. Et ce qu'on demande aux personnes qui participent, c'est une fois par an d'aller sur ce site et d'inventorier toutes les espèces qui sont présentes, quel que soit leur stade de développement. Donc, il y a des fois où ce n'est pas possible, mais d'identifier autant que possible à l'espèce et de noter la présence ou l'absence de ces espèces dans chacun de ces 10 carrés de 1 mètre carré. Et on utilise le nombre de carrés où une espèce est présente comme une mesure imparfaite, mais quand même utile, de l'abondance de l'espèce sur ces placettes. Donc, ce programme, il existe depuis 2009. On a quasiment 600 sites en France qui ont été échantillonnés au moins une fois par plus de 300 botanistes qui ont contribué. Il y en a sûrement parmi vous qui ont contribué. Et ça correspond à plus de 3000 placettes de 10 mètres carrés échantillonnées et des taux d'identification à l'espèce qui sont de plus de 90%. Donc, je vous ai dit, ça a commencé depuis 2009. Donc, en fait, on commence à avoir plus de 15 ans d'observation sur ce réseau et on peut commencer à s'intéresser à des variations temporelles dans l'abondance des espèces qui sont suivies. Alors, c'est un réseau qui est animé par le Muséum national d'histoire naturelle en partenariat avec Tela Botanica, mais aussi avec un important réseau de référents et de référentes locales et des sorties de terrain en commun pour apprendre collectivement ces protocoles de suivi, se donner des conseils, etc. Alors à ce stade, je vais faire un petit point pour discuter de la qualité des données, parce que c'est souvent une question qui émerge quand on parle de programme de sciences participatives. Il y a assez souvent des questions sur est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces données? Est-ce que ce sont des données de qualité? Alors ça, c'est une question qui est assez vaste parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de caractériser la qualité d'une donnée. Et notamment, la qualité d'une donnée n'est pas qu'une question d'identification taxonomique, même si bien sûr ça joue un rôle très important. Et cette qualité de la donnée, elle dépend du type de question qu'on veut se poser. Si on cherche à caractériser la distribution d'une espèce rare, évidemment, là, l'identification taxonomique, il faut qu'elle soit parfaite, sinon on se retrouve avec des données qui vont fausser beaucoup le travail. Mais il y a d'autres composantes dans la qualité d'une donnée, et notamment quand on s'intéresse à des questions de variation dans l'espace ou au cours du temps, c'est important que les données soient collectées d'une façon qui est répétable et donc qui puisse les rendre comparables dans l'espace et dans le temps, que tout le monde collecte les données de la même façon, avec le même effort, et aussi que ces données soient représentatives de l'ensemble du territoire qu'on cherche à étudier. Et il y a des situations, notamment pour ce qu'on appelle des données opportunistes, c'est-à-dire qui sont récoltées en dehors de tout protocole, où cette absence de répétabilité et de représentativité, ça peut empêcher de répondre à certaines questions. Et je vous mets une illustration ici avec l'espèce Calluna vulgaris en Grande-Bretagne, pour lequel c'est une espèce pour laquelle on est capable d'avoir une bonne idée de quelle est la vraie distribution de l'espèce, parce que c'est une espèce qui fleurit massivement et quand elle est en fleurs, on peut la détecter à partir de données de télédétection. Donc, on connaît la distribution ou presque réelle de l'espèce en Grande-Bretagne. Vous avez ça sur la carte, là, les points verts, c'est l'endroit où l'espèce est présente. Et puis, on peut aussi vouloir inférer la distribution de l'espèce et son abondance
à partir des données qui sont collectées sur le terrain par les botanistes. Et bon, en Angleterre, on a une forte culture naturaliste et donc beaucoup de botanistes qui sont prêts à aller sur le terrain. Le territoire a été quadrillé avec des mailles et ces mailles sont visitées plus ou moins par des botanistes. Et ici, vous avez la distribution des endroits où des botanistes sont allés observer. Donc, à l'échelle de la Grande-Bretagne, il y a près de 20 000 sites qui ont été observés, ce qui est un effort massif. Mais vous voyez tout de suite qu'on a potentiellement un petit problème si on veut étudier la calune ici, c'est que la distribution des observations, elle n'est pas vraiment concordante avec la distribution d'espèces. Et même, elles sont quasiment opposées. Et si on regarde quels sont les sites où les botanistes ont observé la caline, ben, ils sont très peu nombreux parce que les botanistes ne vont pas là où est présente la caline. Et ce qu'on peut montrer avec une analyse statistique des choses, c'est qu'avec ces données collectées de façon opportuniste, si on essaye d'estimer l'abondance de l'espèce en Grande-Bretagne, on l'estime aussi mal que si on avait seulement une quarantaine de sites bien distribués sur toute l'Angleterre ou toute la Grande-Bretagne. Donc, c'est presque 20 000 sites. Ils apportent assez peu d'informations et c'est une information qui n'est pas de bonne qualité pour répondre à cette question de quelle est l'abondance de l'espèce et, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'elle varie au cours du temps. Donc, les données Vigiflore, elles sont collectées par des botanistes, on va dire amateurs, mais qui sont quand même des botanistes très compétents, donc, ce qui nous rassure sur la qualité de l'identification taxonomique. Et puis, elles ont ces autres composantes de qualité qui sont qu'elles sont comparables et elles sont représentatives de l'ensemble du territoire. Et quand on veut, au contraire, analyser des données plus opportunistes, eh ben, il faut pouvoir avoir tout un dispositif statistique pour corriger les biais qui sont associés à la façon de collecter les données. Et il y a des cas où ce n'est pas possible de corriger les biais. Alors, pour les données Vigiflore, donc, le suivi existe depuis 2009, donc on a une quinzaine d'années de données. Et ce qu'on peut faire avec ces données, c'est, pour les espèces qui sont suffisamment abondantes pour qu'on ait beaucoup de données, calculer des variations au cours du temps de leur abondance. Et là, vous avez une série de graphiques pour lesquels vous voyez probablement rien, mais l'idée, c'est de vous donner un aperçu de la diversité des variations d'abondance de différentes espèces. On a des espèces qui augmentent au cours du temps, d'autres qui diminuent et puis d'autres qui restent stables. Ici, vous avez quelques exemples où on voit un peu mieux de quelles espèces il s'agit et le type de variation. Donc, vous avez des variations interannuelles assez fortes, mais aussi des situations où on peut détecter des augmentations ou au contraire des diminutions. Et si on fait un petit bilan là pour les espèces pour lesquelles on a pu faire ce calcul, donc, au total, on a suffisamment de données pour plus de 500 espèces et on a de l'ordre de 150 ou un peu plus d'espèces pour lesquelles on détecte des changements significatifs, à la fois des diminutions et des augmentations. Et donc, une question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver des caractéristiques des espèces qui sont en augmentation ou au contraire qui sont en diminution? Et ce qu'on a fait pour essayer de tester ça, c'est d'utiliser une approche par trait. Donc, on regarde les caractéristiques des espèces et est-ce qu'elles sont corrélées avec le fait qu'elles sont en train d'augmenter ou au contraire, elles sont en train de diminuer. Donc, je ne vais pas là vous faire la liste de tous les traits qu'on a considérés, mais on a regardé les indices d'Ellenberg que vous devez bien connaître et particulièrement l'indice d'Ellenberg pour la température. Et puis, comme on est intéressé aussi par le rôle des interactions entre plantes pollinisateurs, on a regardé un certain nombre de traits floraux qui vont jouer dans les relations entre les plantes et leurs pollinisateurs. Donc, la taille, la forme, la couleur des fleurs et puis la production de nectar par ces fleurs. Donc, les premiers résultats, là, ça va concerner les analyses autour de l'indice d'Ellenberg de la température, donc qui caractérise une préférence thermique des différentes espèces. Et ce qu'on a pu montrer avec Gabriel Martin, c'est que les espèces qui ont une préférence thermique élevée ont des variations d'abondance qui sont plus positives que les espèces qui ont des préférences thermiques plus faibles. C'est ce qui est montré sur ce graphique où
Évidemment, vous avez beaucoup de variations de bruit, mais c'est lié au fait que les variations d'abondance des plantes, elles sont multifactorielles. Mais on a un signal statistique qui est significatif, qui nous dit qu'une espèce qui a une préférence thermique élevée a plus de chances d'être en augmentation qu'une espèce qui a une préférence thermique faible, ce qui n'est pas un résultat très surprenant, étant donné le réchauffement climatique en cours. On s'attend à ce que les espèces à préférence thermique soient favorisées, mais ça permet de quantifier ce phénomène de changement de la flore en réponse au changement du climat. Et là, c'est une analyse à l'échelle de chaque espèce. Donc, chaque point, c'est une espèce différente. Et on peut regarder comment ça se traduit pour la composition des communautés. Mais juste avant, j'avais oublié cette diapositive. Ce qu'on peut montrer, c'est que ces variations d'abondance qui sont reliées à la préférence thermique, ça concerne surtout les espèces annuelles, donc qui ont des cycles de vie courts par définition et dont les populations changent plus rapidement que des espèces pérennes. Et ça se traduit par des changements dans la composition des communautés. Donc, pour les communautés de plantes, on peut, pour une communauté donnée, on peut regarder la liste des espèces présentes et calculer la moyenne de la préférence thermique de ces communautés, de ces plantes, pardon. Et si on regarde comment cette préférence thermique moyenne change au cours du temps à l'échelle de la France entière, et puis à droite, vous avez le cas de la région Île-de-France. On a une augmentation significative au cours du temps. À un endroit donné, les communautés de plantes sont composées de plus en plus d'espèces qui ont des préférences thermiques élevées. Donc, on a une recomposition en cours des communautés végétales suite à ces changements climatiques. Alors, la question, c'est est-ce que ces changements qui sont en train d'avoir lieu sont suffisants pour répondre au changement du climat? Et là, c'est un travail que j'ai fait toujours avec Gabriel Martin, mais aussi avec François Duchesne. Et le principe, hein, c'est de partir du constat que très souvent, quand on étudie la façon dont les organismes répondre au changement climatique, on constate assez souvent des déplacements de population, soit vers le nord, soit vers les plus hautes altitudes quand on est en région montagneuse, pour essayer de suivre les conditions climatiques qui sont favorables à l'espèce. Et ce qu'on constate aussi, c'est que malgré ces déplacements, en tout cas ces déplacements ne sont souvent pas assez rapides par rapport à la vitesse du déplacement climatique. Et ça, c'est un phénomène qui a été appelé une dette climatique. Donc, vous avez à gauche un exemple chez les oiseaux et chez les papillons, dont on peut montrer que les deux groupes, les populations se déplacent vers le nord. Et puis, vous avez cet exemple que vous connaissez peut-être, donc des travaux qui ont été faits sur les communautés végétales de sous-bois, qui caractérise la façon, de la même façon que ce qu'on a fait pour Vigiflore, comment est-ce que la préférence thermique des communautés change au cours du temps, et qui montre que dans les montagnes, vous avez une augmentation de la préférence thermique des communautés, mais qui est moins rapide que le réchauffement des températures. Et en plaine, il n'y a même pas du tout de réponse de ces communautés de sous-bois au réchauffement climatique. Donc, on a un retard du déplacement des populations par rapport au réchauffement climatique et se pose la question de ce qu'on appelle une dette climatique. Est-ce que c'est vraiment une dette? C'est-à-dire, est-ce que les populations qui ne se déplacent pas assez vite payent un coût à ce retard? Et on a essayé de tester ça. Donc, ici, je vais vous expliquer un petit peu la démarche. Ici, vous avez un exemple théorique avec deux espèces de plantes, une plante bleue et une plante verte. Et ce que vous avez illustré sur la partie droite de la diapositive, hein, c'est l'aire de distribution de ces deux espèces. Donc, ce sont les points et le cercle qui les entourent dans un environnement avec un gradient de température. C'est plus chaud vers le sud, plus frais vers le nord, assez classique. Et vous avez deux moments différents, un temps 1 sur la ligne de haut et un temps 2 sur la ligne du bas.
Et ces deux espèces de plantes, elles diffèrent par leur capacité à déplacer leur population en fonction du réchauffement climatique. La plante bleue, les populations arrivent à suivre parfaitement le réchauffement climatique, ce qui fait que au temps 1 comme au temps 2, la température moyenne dans l'aire de distribution de l'espèce reste la même. Et c'est ce qui est illustré sur le graphique de gauche, où vous avez la température moyenne dans l'aire de distribution de l'espèce bleue, qui reste à peu près constante, alors même que dans l'ensemble de la région, la température climatique, ici représentée en rouge, est en train d'augmenter. Pour l'espèce verte, c'est pas pareil, les populations ne se déplacent pas du tout. Vous voyez qu'elles sont localisées à peu près au même endroit entre le temps 1 et le temps 2. Et donc, les températures qui sont rencontrées dans l'aire de distribution de cette espèce augmentent avec le réchauffement climatique, et c'est ce qui est représenté sur cette courbe en vert. Donc, ce qu'on a essayé de tester, nous, c'est à quel point est-ce que les températures changeaient dans l'aire de distribution d'une espèce, et est-ce que ce changement de température pouvait être mis en lien avec des variations d'abondance des espèces. Et les prédictions qu'on a, c'est dans le cas où on a une vraie dette climatique, c'est-à-dire un coût au fait de ne pas suivre le changement climatique, on s'entend à ce que les variations temporelles d'abondance soient reliées négativement avec le changement de la température dans l'aire de distribution. Pour les populations qui ne bougent pas et qui ont des températures de plus en plus élevées dans leur aire de distribution, on s'attend à ce qu'il y ait une diminution de l'abondance. Si au contraire, ce retard par rapport au changement climatique n'a pas de coût, on s'attend à avoir une relation, enfin pas de relation, entre les tendances temporelles de l'abondance et le changement de la température dans l'aire de distribution, soit parce que les populations sont capables de s'adapter localement et la taille de population est maintenue, soit parce que l'espèce est peu sensible à la température, ce qui est assez peu probable, mais on ne sait jamais. Et donc, on a testé cette hypothèse-là en utilisant les données du GBIF, donc Global Biodiversity Information Facility, qui est cette initiative nationale qui permet de regrouper toutes les données de biodiversité à l'échelle mondiale. Donc avec beaucoup de données, des données qui sont quand même très biaisées à la fois dans l'espace, ça vous pouvez le voir facilement avec cette carte de représentation des données où les couleurs sont d'autant plus rouges que vous avez beaucoup de données. Et puis aussi, il y a un biais temporel très fort. La plupart des données sont très récentes. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans les analyses et qu'on a pris en compte dans les analyses. Et ce qu'on a fait, c'est dans un premier temps, regarder les données de distribution. Alors, on a travaillé juste à l'échelle de l'Europe de l'Ouest et on a regardé les données de distribution pour toutes les plantes avec suffisamment de données. Et on a croisé ça avec des données climatiques. Et ça nous a permis, pour chaque année depuis 1950, d'estimer la température moyenne de l'aire de distribution des espèces. Et puis, on a regardé aussi d'autres variables climatiques, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Et de regarder comment cette température moyenne changeait au cours du temps. Donc, on a regardé les variations de cette température moyenne dans l'aire de distribution. Et ce qu'on a fait aussi, donc ça c'est le principe, on fait une analyse qui nous permet de récupérer la relation entre l'abondance de l'espèce. Non, pardon, ça c'est une deuxième étape. Deuxième étape, on a regardé comment est-ce que l'abondance de l'espèce changeait au cours du temps. Donc avec des espèces qui augmentent en abondance et d'autres qui diminuent. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est la relation entre ces variations d'abondance au cours du temps et les variations de température dans l'aire de distribution au cours du temps. Avec, donc c'est le modèle général qu'on a utilisé. Avec, je vous rappelle l'hypothèse, on s'attend à ce que pour les espèces qui ne se déplacent pas, donc dont la température de l'aire de distribution augmente, on ait plutôt des diminutions d'abondance. Mais on a aussi regardé en même temps quels étaient les autres facteurs qui pouvaient influencer ces variations d'abondance.
Donc, il y a les préférences climatiques historiques, indépendamment du fait du réchauffement de l'aire de distribution. On s'attend à ce que les espèces qui ont des préférences thermiques élevées augmentent plutôt en abondance par rapport à celles qui ont des préférences thermiques faibles. On a regardé la dépendance aux pollinisateurs, les préférences en termes de nitrophilie et d'humidité, les préférences d'habitat et aussi le rôle du cycle de vie. Et donc, les résultats, alors ça, pas vraiment un résultat, mais on a bien confirmé qu'on a une augmentation des températures climatiques pendant la période. Et ça se traduit par une augmentation aussi de la température moyenne dans les aires de distribution des espèces. Ce qu'on peut regarder, c'est juste le graphique de gauche, là. Vous avez les variations temporelles au cours de cette température moyenne de l'aire de distribution. Donc, quand les valeurs sont positives, ça veut dire que la température a augmenté au cours du temps. Et vous avez des couleurs noires quand cette augmentation est significative, blanches quand elles sont non significativement différentes de zéro. Le zéro, c'est la barre verticale rouge et le trait pointillé bleu, c'est la valeur moyenne. Donc, en moyenne, la température de l'aire de distribution des espèces a augmenté, ce qui veut dire que pour la plupart des espèces, elles sont en retard par rapport au changement climatique, ce qui est bien ce qu'on observe en fait pour la plupart des groupes. Deuxième chose, les variations d'abondance des espèces. Alors là, vous avez un graphique qui vous représente ces distributions de variations d'abondance. Quand vous avez des valeurs positives, ce sont des espèces en augmentation, des valeurs négatives, des espèces en déclin. La barre rouge, c'est le zéro. Le trait pointillé jaune, c'est la valeur moyenne. Donc, en moyenne, il y a plutôt une augmentation d'abondance, mais avec beaucoup de variabilité. Et ce qu'on a fait pour tester que notre estimation des variations d'abondance était à peu près solide, c'est qu'on a comparé ce qui se passait pour les espèces considérées comme envahissantes et les espèces natives. Et ce qu'on voit, c'est que ces espèces envahissantes qu'on voit en marron ici sur le graphique ont bien des taux de croissance beaucoup plus élevés que le reste des espèces. Donc, ça suggère qu'on a une bonne estimation de ces variations d'abondance. Et donc, la dernière étape, qui est l'étape cruciale, c'est de regarder est-ce que les variations d'abondance des espèces sont corrélées avec le changement de température dans l'aire de distribution. Et c'est une analyse qu'on a faite par région biogéographique pour l'Europe. Et donc, je vous rappelle qu'on attend une relation négative. Plus la température se réchauffe dans l'aire de distribution, plus on s'attend à ce que les espèces diminuent en abondance. Et ce que je vais vous montrer, c'est la pente de cette relation. Donc, on s'attend à avoir des valeurs négatives. Et voilà ce qu'on observe. Donc, on va juste regarder la partie gauche de ce graphique qui est pour la température. On a des résultats aussi pour les précipitations, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce qu'on observe, c'est que pour certaines régions climatiques, donc la région alpine et la région boréale, on a effectivement cette relation négative, c'est-à-dire que les espèces qui ne bougent pas face au réchauffement climatique sont celles qui déclinent le plus. Il y a d'autres régions pour lesquelles on n'a pas un signal très fort. Le résultat dépend du type de modèle qu'on utilise pour faire l'analyse. Donc, on ne peut pas dire grand-chose. Et puis, il y a une région, la région méditerranéenne, qui a sorti un résultat qui nous a vraiment surpris, qui est que on a une relation positive. C'est-à-dire que les espèces qui sont en retard par rapport au réchauffement climatique, elles bénéficient de ce retard. Elles ont tendance en moyenne à augmenter plus que les autres espèces. Et ça, sur le coup, on n'a pas bien compris pourquoi, mais il semblerait qu'une explication possible puisse être liée à la compétition entre espèces. Comme on est en région méditerranéenne et qu'on a la Méditerranée au sud, il y a une partie des espèces dont les populations se déplacent vers le nord, mais elles ne sont pas remplacées par d'autres espèces qui viendraient du sud. Donc, il y a un relâchement de la compétition localement qui favorise les espèces qui sont restées en retard. Mais c'est probablement un bonus qui va être très transitoire parce qu'à mesure que le réchauffement climatique se poursuit, les populations qui sont restées sur place vont sûrement payer un coût de ce réchauffement climatique. Voilà. Et si on compare ces effets par rapport aux effets des autres facteurs
qu'on a testé. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un effet très fort de la niche climatique historique et qui va dans le sens attendu, hein. Les espèces qui ont des préférences thermiques élevées sont celles qui s'en sortent le mieux. Mais on a détecté aussi des effets de l'eutrophisation avec les espèces qui ont des préférences pour l'azote élevées qui sont en augmentation et des effets de l'urbanisation. Les espèces qui ont des préférences urbanophiles sont aussi en augmentation. Ce qu'on a moins détecté, c'est un effet de la dépendance aux pollinisateurs qui est variable selon les régions bioclimatiques et je vais y revenir tout de suite après. Le message principal, c'est que l'effet des changements climatiques qu'on détecte actuellement, il est au même niveau que celui des autres mécanismes qui avaient été identifiés précédemment et que les plantes sont soumises en fait à toute une diversité de pressions qui influencent les transformations des populations et des communautés. Alors, pour terminer, et peut-être Guillaume, il me reste 10 minutes, un quart d'heure, ça irait ou c'est un peu trop long? Ouais, ok. Donc, je vais essayer de tenir en 10 minutes, un quart d'heure. Je vais creuser un petit peu cette histoire de relation entre plantes et pollinisateurs et à quel point est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans ces transformations des communautés végétales. Donc, je n'insiste pas sur l'importance de la pollinisation animale pour une grande majorité des espèces de plantes à fleurs. Ce que je veux dire ici, c'est que mesurer cette contribution des pollinisateurs à la production de graines et de fruits, ben, ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'on sait faire, mais ça suppose des manipulations qui prennent vraiment du temps. Soit ben, il faut ensacher les fleurs, rajouter du pollen, euh, exclure les pollinisateurs. Et on sait le faire très ponctuellement, c'est-à-dire sur des surfaces relativement petites et sur des échelles de temps pas trop longues. Estimer l'efficacité de la pollinisation à grande échelle et pendant longtemps, ça, c'est nettement plus compliqué. Les options qu'on a jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser des estimations indirectes de l'efficacité de la pollinisation, soit en regardant l'abondance ou la diversité des communautés de pollinisateurs, soit encore plus indirect, et c'est un indice qui est assez utilisé, en regardant l'occupation du sol et le climat, et en faisant des hypothèses sur les ressources alimentaires et de nidification disponibles pour les pollinisateurs en fonction de l'occupation du sol, pour produire des cartes de pollinisation potentielle qui disent à cet endroit-là, il y a des ressources pour les pollinisateurs, donc on s'attend à avoir beaucoup de pollinisateurs, donc on s'attend à une bonne pollinisation. Mais c'est très, très indirect comme mesure. Et nous, ce qu'on a fait avec Gabriel Martin et d'autres collègues, notamment Colin Fontaine, c'est d'essayer de produire un indicateur de l'efficacité de la pollinisation directe à partir de données de rendement des cultures. Le principe général étant de comparer toutes choses égales par ailleurs, des cultures, le rendement de cultures qui ne sont pas dépendantes des pollinisateurs, donc typiquement les céréales, au rendement des cultures qui sont de plus en plus dépendants des pollinisateurs, avec le cas extrême de certaines courges qui, en l'absence de pollinisateurs, n'ont quasiment aucun rendement. Donc, on a fait ça en utilisant des données de la statistique agricole ADN, qui dispose de données de rendement depuis le début des années 2000. Et je vais passer vite sur le principe général, mais donc on compare des rendements qui sont très très différents ici entre du kiwi, du colza, du concombre et du blé. Le concombre, c'est que de l'eau, le rendement, donc ça peut atteindre des valeurs très élevées. Donc on a une petite étape de standardisation des rendements pour pouvoir comparer des choses comparables et mettre tous les rendements sur la même gamme de variations. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la relation entre ces rendements standardisés et la dépendance des cultures aux pollinisateurs. Et donc l'idée, c'est que dans une région donnée, par exemple ici le département, les données en France, elles sont disponibles à l'échelle du département. Vous pouvez avoir des rendements qui sont proches de la moyenne nationale pour des cultures qui ne sont pas dépendantes des pollinisateurs. Donc ça suggère que on est dans un département où les conditions sont relativement favorables pour la production agricole, conditions en termes de météo, en termes de type de sol, en termes de pratiques agricoles. Et si dans ce département, le rendement des cultures qui sont très dépendantes des pollinisateurs est en dessous de la moyenne nationale,
Ben, ça suggère que malgré des conditions à peu près correctes, les rendements sont mauvais et que donc probablement c'est lié à un déficit de pollinisation. Alors que dans un autre département, on peut ne pas avoir cette différence entre les cultures dépendantes ou pas dépendantes des pollinisateurs. Et donc, on a appliqué cette méthodologie à l'échelle de la France entière et on obtient cette carte où vous avez des... Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre mesure de l'efficacité de la pollinisation, bah, c'est la pente de cette relation entre rendement et dépendance des cultures. Donc, cette carte-là, elle varie entre les couleurs bleues, c'est les situations où on pense qu'on a un gros déficit de pollinisation, et les couleurs orange, où on pense que le service de pollinisation est meilleur. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un gradient latitudinal assez fort, avec des déficits de pollinisation très importants dans le nord de la France, qui correspond bien à ce qu'on sait d'une part, la qualité du climat pour les pollinisateurs, mais aussi de l'intensité des pratiques agricoles et de la disponibilité des habitats naturels pour ces pollinisateurs. Et ce qu'on peut faire avec cet indice, c'est aussi le calculer entre années plutôt qu'entre départements. Donc, on va comparer pour une année donnée, est-ce que les cultures dépendantes des pollinisateurs ont des rendements plus faibles par rapport aux cultures non dépendantes. Et quand on fait ça, on obtient ce genre de graphique avec une tendance à une diminution de l'efficacité de la pollinisation au cours du temps. Alors, on pourrait se dire, ça y est, les pollinisateurs disparaissent et on n'a plus de culture. Le problème, c'est que vous voyez ici, au début, je vous ai dit que les données étaient disponibles depuis les années 2000. Et ici, on a une carte qui remonte aux années 80. En fait, si on regarde bien les données, on se rend compte qu'il y a une différence de méthode dans la collecte des données qui fait qu'on ne peut pas comparer les données avant et après les années 2000. Et quand on analyse ces deux jeux de données séparément, on n'a plus du tout de tendance. Donc, on ne peut pas vraiment conclure sur est-ce que l'efficacité de la pollinisation est en train de diminuer à partir de ce jeu de données. Et ça souligne le besoin d'avoir des suivis à long terme avec toujours la même méthode. Mais il y a une autre façon pour essayer d'évaluer comment l'efficacité de la pollinisation change ou pas. Ben, c'est en regardant ce qui se passe pour les espèces de plantes sauvages, que l'indicateur précédent, c'était pour des espèces de plantes cultivées. Et je vais revenir à l'analyse du jeu de données Vigiflore, donc où je vous rappelle, on a pu calculer ces variations d'abondance au cours du temps pour plus de 500 espèces. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre ces variations d'abondance en relation avec à quel point est-ce que les espèces dépendent ou non des pollinisateurs pour leur rendement. Alors, on n'a pas les mêmes caractérisations que pour les espèces cultivées, où les espèces cultivées, on sait combien le rendement diminue quand on enlève les pollinisateurs. Donc, on est passé par une autre approche avec ces traits floraux, où on a utilisé une analyse multivariée des traits floraux qui nous a permis de résumer la variabilité en termes de traits pour les plantes à partir d'un axe principal qui se trouve être un axe qui correspond à une dépendance en pollinisateurs. Donc, ça sépare des espèces qui ont des fleurs de couleur brune ou verte et qui ne produisent pas de nectar, avec des fleurs très colorées qui produisent du nectar et dont on sait qu'elles sont dépendantes des pollinisateurs pour leur reproduction. Et on a utilisé cet axe-là comme un axe de syndrome de pollinisation. Et si on met en relation les tendances, les variations temporelles de l'abondance avec ce syndrome de pollinisation, eh ben, on constate qu'on a une relation négative entre les deux et que les espèces qui sont très dépendantes des pollinisateurs sont aussi celles qui, en moyenne, ont tendance à décliner le plus. Donc, pour conclure sur tous ces résultats, on a vraiment des causes multifactorielles dans les changements en cours des communautés végétales, avec les effets du changement climatique et les plantes du nord et aussi d'altitude qui payent déjà le fait d'être en retard par rapport au changement climatique. Les plantes méditerranéennes, de façon plus surprenante, semblent en bénéficier, mais c'est probablement plus transitoire. Des pressions multiples, le rôle de l'eutrophisation, le rôle de l'urbanisation, et très probablement des effets des relations avec les pollinisateurs, même si selon les études, les résultats sont assez contrastés.
Mais on est en train de poursuivre ces travaux avec une thèse en cours de Solène Agnew qui creuse le rôle des interactions plantes-pollinisateurs dans les changements en cours. Et puis la thèse de Thibaut Gandara qui creuse aussi cet indicateur de l'efficacité de la pollinisation pour voir à quel point est-ce qu'on peut le décliner à des résolutions spatiales fines et à des échelles qui intéresseraient directement les agriculteurs, par exemple. Et en termes de perspective sur le suivi de la flore, on essaye de créer du lien et du réseau avec les autres initiatives semblables au niveau européen et même international. Donc avec un colloque qui a eu lieu au mois de mai dernier et où on a pu constater qu'on avait des variations qui semblaient comparables d'un pays à l'autre et où l'objectif là, c'est de produire des analyses à l'échelle au moins européenne. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention et puis merci à toutes les personnes qui contribuent à Vigiflore et qui permettent, c'est vraiment grâce à elles si on arrive à mieux comprendre ces variations de la flore actuelle. Merci beaucoup, Emmanuel. Exposé toujours très intéressant, pas toujours rassurant, mais... Non, malheureusement, ouais. Alors, je propose de passer aux questions. Alors, pour l'instant, je n'ai qu'une seule question dans le chat de Pierre-Antoine. On a vu que les plantes qui supportent bien le milieu urbain présentaient des augmentations d'effectifs. Quels sont les traits fonctionnels qui caractérisent ces plantes? Alors malheureusement, je ne vais pas être capable de répondre à cette question parce que l'approche par trait, on l'a faite exclusivement sur l'analyse des données Vigiflore, pour lequel on s'est vraiment concentré sur réponse au changement climatique et interaction plante-pollinisateur. L'analyse à l'échelle européenne, on n'est pas encore allé creuser les traits, mais clairement, c'est une question super pertinente et il faut qu'on aille voir. Ah, je peux peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, j'avais peut-être une question par rapport, enfin la plus méthodologique sur l'utilisation là, des indices d'Ellenberg, parce que ça va quand même jusqu'en région méditerranéenne. Et c'est les indices d'Ellenberg, vraiment d'Ellenberg, ou c'est ceux qui ont été modifiés plus récemment pour l'Europe occidentale? Oui, ouais, Ouais. ouais, c'est la philosophie des indices d'Ellenberg. Et ensuite, donc c'est François Duchesne qui a regroupé les informations. Il a essayé autant que possible d'avoir des indices qui sont adaptés aux régions étudiées. Ouais. Alors, comme question, existe-t-il de grosses disparités de réponse au changement climatique entre les différents groupes de pollinisateurs, c'est-à-dire entre abeilles, cirques, guêpes, etc. Alors oui, bon alors l'étude des pollinisateurs, c'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même vu passer quelques travaux. Euh, à la base, en fait, il y a des préférences climatiques qui sont assez différentes d'un groupe de pollinisateurs à l'autre, et notamment le groupe des diptères préfère en général des climats plus frais, donc ils sont plus susceptibles d'être impactés directement. Dans mon souvenir, pour l'instant, les hyménoptères ont plutôt tendance à bénéficier du réchauffement. Mais c'est pareil, ça risque d'être transitoire. Et probablement les diptères, mais je ne garantis pas ma réponse, peuvent en souffrir un peu plus. Alors, autre Alors, question, ouais. Est-ce que cette adaptation des plantes, alors je ne sais pas quel est le mot, il doit manquer des lettres, constater, non? à Constater constater ou scientifiquement. contester, je ne sais pas. Ouais. Constater scientifiquement, oui. Ouais, alors l'étude la plus convaincante que je connaisse, c'est celle qui a été faite par Samson Akokapidol à Montpellier avec Pierre-Olivier Cheptou. Donc avec cette approche d'écologie de la résurrection là, où ils prennent des graines qui sont stockées pendant plusieurs décennies et ils les font pousser en même temps que des graines issues des populations actuelles.
Donc, c'est sur de la pensée des champs. Et il montre que, effectivement, ce qui est décrit, quoi, hein, les fleurs sont plus petites, elles produisent moins de nectar et elles font plus d'autofécondation. Mais à quel point est-ce que c'est une réponse qui est répandue ou pas, c'est difficile à dire, d'autant qu'il y a d'autres études qui montrent plutôt des évolutions dans l'autre sens, c'est-à-dire une sélection de caractères qui, au contraire, augmente l'attractivité pour les pollinisateurs. Par exemple, pour le bleuet, mais le bleuet, c'est une plante auto-incompatible, donc là, pour le coup, autofécondation, c'est pas possible. Donc clairement, là, il y a tout un champ d'études pour essayer de voir si ce qui est observé sur la pensée sauvage, c'est généralisable à d'autres espèces. Alors ensuite, là, je pense qu'on a répondu. Quel est le rôle des espèces végétales exotiques envahissantes dans la recomposition des communautés végétales? Je pense notamment à la région méditerranéenne. Mm. Alors ça, c'est une question qu'on n'a pas encore abordée. Euh, alors, dans Vigiflore, en fait, une des limites de l'approche Vigiflore, c'est que quand on travaille espèce par espèce, on peut faire des analyses qui ont du sens que pour les espèces les plus abondantes, les plus communes, parce que sinon on n'a pas assez de données. Donc souvent, ces espèces exotiques envahissantes, même si elles sont de plus en plus abondantes, elles restent assez peu présentes dans les suivis Vigiflore, donc on ne peut pas dire grand-chose d'elles. Ce qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas encore fait, c'est plutôt travailler à l'échelle des communautés et d'essayer de regarder un pourcentage d'espèces envahissantes dans les communautés et de regarder à quel point est-ce que ce pourcentage change en fonction de la région dans laquelle on est, est-ce que ça influence la réponse au réchauffement climatique, est-ce que ces espèces-là ont une réponse différente des autres. Mais voilà, avec le jeu de données Vigiflore, on est un petit peu limité pour faire ça. Il faudrait des suivis qui soient plus ciblés vers ces espèces introduites spécifiquement. Merci. Alors, un article, plus les sources indiquaient que les plantes ont une tendance à l'autopollinisation, le constatez-vous également? Une étude CNRS Oui, de, bah, c'est celle celle dont je de parlais. Olivier. Ouais. Ouais. Alors, nous, on n'a pas les données pour le constater parce que là, les travaux qu'ils ont fait à Montpellier, ça suppose de faire pousser les plantes en conditions contrôlées, d'estimer les taux d'autofécondation avec des analyses de génétique des populations. Ce n'est pas des choses qu'on fait dans le cadre du suivi Vigiflore où on a vraiment juste euh, une, un suivi de l'abondance et de la présence et de l'abondance de différentes espèces. Et à ce stade, on ne peut rien dire sur les taux d'autofécondation, si ce n'est qu'on voit que les espèces qui sont très dépendantes des pollinisateurs sont en train de diminuer en abondance et que donc probablement il y a une augmentation de l'autofécondation, mais on ne l'a clairement pas caractérisé. Alors, question plus pratique, comment faire pour suivre une maille Vigiflore? Merci Nicolas pour cette question. Eh ben, il suffit d'aller sur le site internet de Vigiflore. C'est vrai que j'ai même pas fait de publicité sur mon diaporama. Donc, on a un site internet hein, et vous pouvez vous inscrire en ligne. Euh, vous avez un outil pour voir la carte des mailles à l'échelle de la France, voir quelles sont les mailles qui sont disponibles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas déjà suivies par un ou une botaniste. Et vous avez toute une série d'outils, d'appuis. Donc, vous pouvez contacter une personne qui est référente régionale, par exemple, pour aller sur le terrain avec elle, pour découvrir comment fonctionne le protocole Vigiflore. On a des journées annuelles, la prochaine ayant lieu, j'ai oublié la date, cet automne. Je vais vous la retrouver. Et voilà, c'est une très bonne occasion de rencontrer des gens qui participent au suivi et qui peuvent vous donner des retours d'expérience. Et puis, n'hésitez pas aussi à me contacter directement si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Je vais essayer de mettre dans le chat le site Vigiflore. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat.
Moi, j'avais peut-être une question. Alors moi, je ne connais pas grand-chose à la pollinisation. Par contre, je connais les statistiques agricoles. Euh, Ouais, Parce que la statistique agricole, c'est sur des rendements. ouais, Donc, c'est sur plutôt des masses rapportées à l'hectare. ouais, Et la pollinisation, enfin, la pollinisation efficace, c'est ce qui va permettre d'obtenir un fruit. ouais, Mais si on a une pollinisation moins efficace, on devrait avoir moins de fruits. Par contre, sur les lois d'allocation des ressources chez les plantes, ça veut dire qu'on aurait des fruits plus gros. Et finalement, la taille du fruit ou le poids du fruit pourrait venir compenser un plus faible nombre de fruits, ce ouais. qui ne permettrait pas de détecter la statistique agricole. Non, c'est sûr. Ouais. Euh, mais ce qui se passe, c'est quand même que on compare en fait, on a cette étape de standardisation là, et donc en fait, on compare pour un même groupe d'espèces et voire une même espèce les différentes régions ou les différentes années entre elles. Donc dans tous les cas, quand notre indicateur suggère un déficit de pollinisation, c'est que le rendement est plus faible à à cet endroit-là que dans d'autres endroits pour la même espèce ou groupe d'espèces. Donc peut-être qu'il y a des situations de compensation, auquel cas on a un déficit de pollinisation que nous, on ne détecte pas. Mais là où on détecte un déficit de pollinisation, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc Et ce comment on que ça peut, suggère, c'est que peut-être notre indicateur, il est un peu conservatif. C'est-à-dire qu'il y a des situations de déficit qui ne sont pas détectées à cause de ces phénomènes de compensation. et comment on peut découpler cet effet-là de l'effet des conditions environnementales, c'est-à-dire d'un déficit pluviométrique, parce que là, ça va être très région dépendante ou même à Ouais, l'intérieur d'une région, ça peut être hétérogène. ouais. Alors là, c'est vraiment toute l'idée de comparer les espèces dépendantes des pollinisateurs à celles qui ne sont pas dépendantes. Oui, Et il y a une hypothèse assez forte dans l'indicateur, c'est que toutes les autres conditions qui influencent le rendement, à part les pollinisateurs, sont les mêmes pour toute la gamme d'espèces, quelle que soit leur dépendance des pollinisateurs. Et peut-être c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée, mais pour l'instant, elle est à l'épreuve de toutes les suggestions que j'ai reçues oui. de part et d'autre. Ouais. Pardon. On vous laisse. Ouais. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des retardataires dans les questions. Non. Ah, si, est-ce que les changements de pratique, comme l'irrigation, sont pris en compte? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas explicitement pris en compte, mais l'idée, c'est que dans une même localité relativement restreinte, les changements de pratique vont être en moyenne les mêmes pour toutes les cultures, hein, quelle que soit leur dépendance aux pollinisateurs. Donc, ce n'est pas vrai que les changements de pratique sont les mêmes pour toutes les cultures. Il y a des cultures qui ont des pratiques très particulières, mais cet indicateur, il fonctionne si dans chaque catégorie de dépendance aux pollinisateurs, on a plein d'espèces et en moyenne, on considère que les pratiques influencent toutes les cultures de la même façon. Hmm.